كل الناس اللي اتفرجت على الماتش كانت بتتفرج على ملحمة. كل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش كانت بتشوف لعيبة بتاكل الأرض، كانت بتشوف لعيبة عايزة تبقى جديرة بالعلم اللي موجود على صدرها. يتقدم اللاعب محرز رياض. رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم المتأهل لكأس العالم 2026. On a beaucoup vu circuler une image ces derniers temps, le président algérien Abdelmajid Tebboune qui discute presque de manière informelle avec la star du foot Riyad Mahrez. Ah oui, je vois très bien. Une scène très simple, très loin du protocole habituel. Alors la question qu'on peut se poser, c'est simple coup de com' ou est-ce qu'on assiste vraiment à un changement profond dans la relation entre le pouvoir et les citoyens en Algérie? Cette spontanéité affichée, elle est si naturelle que ça. C'est vrai que cette scène, elle a eu un retentissement assez étonnant, bien au-delà des cercles habituels, quoi. Ça a provoqué énormément d'interprétations, souvent très passionnées. Passionné, oui. Beaucoup y ont vu effectivement plus qu'une poignée de main, le symbole d'un lien différent, peut-être un nouveau contrat, si on veut, entre le pouvoir et la population algérienne. Quelque chose qui cherche à marquer une rupture, une différence avec d'autres pays au Maghreb ou même dans le monde arabe. Quels sont les mots qui reviennent? C'est toujours les mêmes. À proximité, simplicité, cohésion nationale. Certains observateurs parlent même d'une humanité rare à ce niveau de pouvoir. Humanité rare. Alors justement, creusons un peu cette séquence. Ce qu'elle nous dit, ou ce qu'elle essaye de nous dire. Qu'est-ce que cette image virale nous apprend vraiment sur le pouvoir algérien d'aujourd'hui? Ses codes, ses messages, et peut-être ses non-dits. Essayons d'aller un peu au-delà de la surface. Volontiers. Alors, un premier point qui frappe et qui semble un peu cristalliser tout ça, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. Ami Tebboune. Ami Tebboune. C'est assez direct, non? C'est direct. Et ce n'est pas anodin du tout. Les analystes qui s'y intéressent, ils suggèrent que ce n'est pas juste de la familiarité, un manque de respect, ce serait plutôt le signe d'une évolution, d'un changement dans la conscience collective là-bas. On passerait d'une image présidentielle, disons, traditionnelle, distante, parfois autoritaire. Oui, inaccessible. Voilà. À celle d'un repère chaleureux, c'est le terme utilisé. Un repère chaleureux. C'est fort comme mot. Presque affectif. Vous pensez que c'est crédible pour un chef d'État dans une région où le pouvoir est souvent très vertical? L'expression, elle traduit visiblement une attente, une aspiration à une forme de réconciliation. Il faut se rappeler d'où on vient, hein. Les années précédentes, elles sont souvent décrites comme une période de fracture. Oui, la corruption, l'élite déconnectée. Exactement. Donc l'idée forte, ici, c'est que la légitimité du président actuel, elle chercherait à s'ancrer ailleurs. Plus dans cette proximité humaine, cette accessibilité, moins dans la crainte ou le culte de la personnalité rigide, classique. Certains vont jusqu'à parler d'une exception arabe. Mais justement, cette proximité humaine, ce côté ami du peuple, est-ce que ce n'est pas pile poil la définition d'une com politique moderne ? Une stratégie très calculée, non ? Pour tourner la page d'un passé difficile, pour redorer une image, quitte à masquer d'autres réalités, peut-être moins roses. Bien sûr, la question se pose. Ce naturel avec Mahrez, ce côté désarmant, n'est-ce pas justement le résultat d'une mise en scène ultra professionnelle ? Est-ce que c'est vraiment un signe de force morale d'un État sûr de lui, ou est-ce que c'est une posture tactique? C'est toujours le dilemme, hein, l'authenticité versus la stratégie en politique. Pour essayer d'y voir plus clair, souvent les analyses comparent cette situation avec ce qu'on observe ailleurs. Par exemple, on se souvient de cet épisode assez commenté avec le président égyptien Al-Sisi. Il était apparu mal à l'aise, embarrassé même, lors d'une rencontre publique avec un jeune handicapé. Ah oui, ça avait beaucoup circulé. Énormément. Et ça avait suscité plutôt de la gêne, voire des moqueries sur les réseaux sociaux. C'était perçu comme un manque d'aisance, de chaleur humaine. Simplicité apparente, ça produirait l'inverse. Respect, approbation.
C'est en tout cas l'interprétation qui revient le plus souvent dans les analyses qu'on regarde. La scène Tebboune-Marez, par son côté fluide, presque décontracté, elle semble, oui, générer plutôt du respect. L'idée, c'est que l'humilité, ou son apparence en tout cas, serait vue comme une qualité en Algérie, une forme de grandeur républicaine, là où ailleurs ça pourrait être vu comme une faiblesse. Une faiblesse, un manque de stature. Voilà. On dit que le peuple algérien attendrait ça de son dirigeant, cette capacité à rester accessible, normal, presque. Ce qui nous amène forcément à comparer avec le Maroc. Inévitablement. Le contraste est très souvent mis en avant, avec le modèle monarchique marocain, la nature même du système, le poids du protocole, ce cérémonial presque sacré autour du roi. Ça rendrait une scène comme Tebboune-Marez, quasi impensable. Impensable, ou en tout cas avec une toute autre signification. Tout à fait. Au Maroc, la distance fait partie de l'institution, de l'aura de la fonction. Elle est voulue, codifiée. Alors que l'Algérie, elle, insiste sur son ADN républicain, hérité de la Révolution. C'est ça. Le discours officiel et une bonne partie de l'opinion martèlent ce point. Le président, c'est d'abord un citoyen. Sa légitimité vient du peuple, en théorie, pas de l'héritage. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre une phrase qu'on entend parfois, un peu choc. Chez nous, il n'y a pas de système d'esclavage ni de soumission. Phrase forte, oui. Un peu abrupte. Abrupte, mais elle veut traduire un rapport très spécifique à l'autorité, à la liberté. Très marqué, dit-on, par l'histoire anticoloniale. Du coup, la proximité affichée par Tebboune, elle ferait écho à cette idée d'un pouvoir moins vertical. Plus dans le peuple. Symboliquement, c'est puissant, c'est sûr. Mais revenons au concret. Cette image de président proche, humble, comment ça se traduit dans l'exercice réel du pouvoir, Evelyne? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois, voire une contradiction entre cette posture et certaines décisions, certaines réalités sociales qui semblent, elles, très éloignées des gens? Et puis il y a cette idée de complexe psychologique mentionnée dans certaines analyses, comme quoi certains Algériens seraient tellement habitués à un pouvoir basé sur la peur qu'ils n'accepteraient pas un président modeste. N'est-ce pas un peu facile ça ? Pour discréditer toute critique de cette nouvelle image? C'est une objection pertinente, oui. Et les analyses qui défendent, disons, la sincérité de la démarche, elles essaient d'y répondre en liant cette humilité affichée à une fermeté politique sur d'autres plans. L'exemple type, c'est la lutte contre la corruption. Présenté comme une priorité absolue, oui. Exactement. On met en avant les efforts qui auraient été faits pour récupérer des sommes énormes détournées avant. Le chiffre qui circule beaucoup, c'est environ 30 milliards de dollars. 30 milliards, c'est colossal. Ça viendrait d'où concrètement? Et est-ce que ce chiffre est fiable? Alors, ces fonds viendraient d'avoir planqué à l'étranger. On parle d'immobilier de luxe, de complexes hôteliers en Espagne, de comptes cachés. Bon, la fiabilité exacte du chiffre, les détails précis, ça reste sujet à débat, évidemment. Mais la communication autour de cette récupération est essentielle. Ce n'est pas juste présenté comme une victoire judiciaire ou financière. C'est plus que ça, ouais. C'est érigé en symbole. Le symbole du retour d'une souveraineté morale. Une souveraineté morale? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est l'idée d'une Algérie qui se redresse, qui fait le ménage chez elle, sans aide extérieure, sans céder aux pressions. Dans une région où beaucoup d'États sont vus comme sous influence, voire sous tutelle. D'accord. Affirmer cette indépendance, cette intégrité retrouvée, c'est un message politique très fort. Et ça contribue à construire l'image du président, à la fois cet ami Tebboune, proche au quotidien, mais aussi le gardien ferme de la dignité nationale et de la souveraineté face aux puissances étrangères, face à la corruption. L'humilité de l'homme n'empêcherait pas la fermeté de l'État, en somme. Vous reveniez sur cette expression « ami Tebboune ». Vous disiez qu'elle n'était pas anodine. Oui. Certaines lectures vont même plus loin, avec une approche presque anthropologique. Ce ne serait pas juste de la familiarité, mais l'expression d'un besoin profond de confiance, de chaleur humaine. Peut-être après des décennies plus froides, plus distantes. Le mot « ami » implique la confiance, la loyauté. Exactement. Confiance, loyauté mutuelle, une forme d'égalité affective même. En l'appliquant au chef de l'État, les citoyens exprimeraient, selon cette analyse, un désir de renouer un lien affectif avec le pouvoir, d'imaginer une autorité bienveillante, pas seulement lointaine ou coercitive. Et c'est encore là qu'on ressort la comparaison avec le Maroc pour souligner la différence, C'est un classique, oui. On oppose cette affection citoyenne vue comme spontanée, choisie, à ce qui est décrit comme la vénération rituelle au Maroc. Là-bas, la loyauté passerait plus par des codes, des rituels, une déférence institutionnalisée. Lié aussi à la dimension religieuse.
Bien sûr, commandeur des croyants. En Algérie, l'attachement à l'ami Tebboune serait présenté comme plus personnel, plus libre, parce que non dicté par une obligation séculaire, dynastique ou religieuse. Une sorte d'affection républicaine, si on veut. D'accord. Et cette volonté d'incarner la proximité, de tisser ce lien, ça va au-delà des frontières physiques du pays. Ça concerne aussi la diaspora algérienne. Absolument, c'est une autre dimension importante qui est souvent mise en avant. On cite souvent l'exemple du message présidentiel pour la commémoration du 17 octobre 1961. Le massacre des Algériens en Paris, date très symbolique. Très symbolique et très douloureuse. Et dans ce message, le président Tebboune n'a pas seulement rendu hommage aux martyrs, il a aussi salué très clairement l'engagement historique et actuel des militants de la Fédération de France du FLN et plus largement de toute la diaspora. Plus qu'un hommage, c'était un appel. C'était formulé comme un appel, oui. Le message disait que leur patriotisme, leur attachement au pays restaient cruciaux pour construire l'Algérie nouvelle. Il y avait une invitation claire à participer à la dynamique actuelle, aux transformations économiques, à la modernisation. Le tout avec des remerciements appuyés pour leur fidélité. C'est présenté comme une main tendue. Une volonté d'inclure vraiment les Algériens de l'étranger. On sortirait donc de l'image un peu classique de la diaspora vue comme juste une source de devises ou un lobby potentiel. C'est l'intention qui est affichée en tout cas. Là encore, c'est l'ami Tebboune qui est censé parler à ses compatriotes à l'étranger. Avec affection, reconnaissance, pas un dirigeant distant qui s'adresse à des expatriés ou à une variable économique. Une approche plus inclusive. Oui, décrite comme plus mature politiquement, la diaspora vue non pas comme un groupe à part, mais comme une partie intégrante de la nation, avec ses compétences, ses idées, son rôle. On établit souvent le contraste avec d'autres régimes de la région qui auraient des relations plus utilitaristes ou méfiantes avec leurs citoyens à l'étranger. Là, ce serait une reconnaissance de leurs valeurs humaines, citoyennes. Cette affection affichée, cet appel à l'unité nationale qui va chercher jusqu'à la diaspora, est-ce qu'une reconnaissance sincère d'une communauté nationale diverse ou est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi une stratégie politique habile pour canaliser les énergies, s'assurer une loyauté, même de ceux qui sont loin et pourraient être plus critiques ? C'est toujours la question. La distinction que vous faisiez avec la vénération rituelle marocaine, est-ce qu'elle est si nette, au fond ? Est-ce qu'on ne risque pas, sous couvert de proximité républicaine, de voir s'installer une nouvelle forme de culte de la personnalité ? Plus moderne, peut-être plus subtile, autour de cet ami providentiel. C'est l'éternelle ambiguïté de toute communication politique incarnée, c'est certain. Pour résumer un peu notre parcours, cette scène Tebboune-Marez, en apparence anodine, elle fonctionne comme un révélateur. Point de départ d'une analyse qui nous décrit un style de gouvernance algérien en pleine redéfinition, qui mise sur la proximité, l'accessibilité. Et qui se compare systématiquement aux voisins pour mieux se démarquer. Exactement. Égypte, Maroc, et cette proximité, elle est ensuite reliée, dans le discours qui la valorise, à des enjeux politiques clés. Lutte contre la corruption comme preuve de fermeté, affirmation de la souveraineté comme gage de dignité, et lien renforcé avec la diaspora comme signe d'inclusion. L'interprétation dominante qui ressort, c'est celle d'une tentative de refonder le pacte entre le peuple et les institutions sur des bases plus humaines, plus affectives. Une confiance qui renaîtrait. C'est une narration séduisante, il faut le reconnaître. Ça dessine l'image d'un pouvoir qui aurait tiré les leçons du passé, qui chercherait à se reconnecter. Mais la question de fond demeure, et elle est peut-être sans réponse définitive. Cette mise en scène, même très soignée, d'un pouvoir à visage humain, proche, familier, est-ce qu'elle peut vraiment faire oublier ou transformer en profondeur les rapports de force réels ? Les contradictions économiques, les tensions sociales, les pesanteurs d'un système. Jusqu'où la force d'un symbole, l'efficacité d'une image, même virale, peuvent-elles vraiment remodeler durablement cette relation si complexe et souvent si tendue entre les gouvernants et les gouvernés ? C'est sans doute là-dessus qu'il faut continuer à réfléchir.